Oui, c'était ce projet, cette idée m'est venue juste avant de venir au Canada. Je suis doctorante à l'Université de la Louisiane et j'étais en train de préparer mes examens de synthèse et j'allais bientôt écrire le prospectus de mon projet de thèse. Et j'étais aussi sur le point de déménager au Canada, tout dans un espace de quelques semaines, pour commencer mon stage en Nouvelle-Écosse. Alors, dans ma tête, comme tous les doctorants et doctorantes, tourbillonnaient mes idées, je m'inquiétais beaucoup pour tout ce qui allait se passer très vite. Et je me suis trouvée dans mon université, à côté de l'ascenseur, et j'ai vu une affiche pour une exposition d'art. Cette affiche-là, The Swamp Witch, a Fine Art Exhibition, a Louisiana Folktale, qui porte, comme vous comprenez, sur mon sujet de thèse. Mais je m'intéresse plutôt à la littérature francophone, bien sûr, et dans les populations minoritaires au Canada et en Louisiane. Mais je me suis dit, ça c'est vraiment approprié à mes intérêts et il faut que j'y aille, même que j'ai beaucoup de choses à faire, bien que je suis très occupée. Et bien que c'est... mais bien que c'était une exhibition sur la culture anglophone en Louisiane, c'était quand même pertinent. Alors, tout mon questionnement. Pourquoi les sorciers et les loups-garous figurent-ils dans la littérature des populations francophones minoritaires en Louisiane, au Canada? Pourquoi les méchants sont-ils devenus des sujets de nombreux romans et de poèmes dans un monde littéraire minuscule, celui de l'Acadie et du monde créole en Louisiane? L'emblème de la création d'une scène artistique et littéraire en Louisiane était-il un métamorphe diabolique, c'est-à-dire le loup-garou? Était-il un praticien de la magie noire? Alors, je savais, et j'étais en train de contempler le fait que la naissance de la littérature contemporaine en Acadie et en Louisiane a débuté aux années 60. Et au même moment de votre, vous, les Québécois, de votre révolution tranquille, les baby boomers dans les marges de la francophonie nord-américaine étaient aussi en train de revendiquer une identité, une appartenance ethnique, et de se définir par le fait que leurs différences linguistiques et culturelles seraient dorénavant une distinction de laquelle ils pouvaient profiter et dont ils seraient fiers. Fiers surtout du fait qu'ils avaient surmonté la discrimination raciale et linguistique sur le côté des Afro-Américaines francophones et pour les descendants de la traite des esclaves et de l'expulsion des Acadiens. Ils avaient échappé au génocide culturel. Et alors, en Louisiane, comme en Acadie, la naissance littéraire a constitué une transition de l'oralité à l'expression écrite. Les chercheurs et les chercheuses qui effectuaient des enquêtes ethnologiques dans un effort de préserver une oralité fragile sont les mêmes écrivains qui mettent en vedette les icônes les plus sombres de leur folklore. Le plus grand best-seller de la Louisiane est encore Interview with the Vampire de Anne Rice. La popularité de la série True Blood affirme une fascination répandue pour les légendes violentes et gothiques de cette ancienne colonie française, mais ce sont des histoires destinées à une population plus grande, c'est-à-dire anglophone, américaine et internationale. Je m'intéresse à l'effet sur un public ou un lectorat francophone et de la production francophone. Comme la tradition dite primitive du récit oral, l'art contemporain et l'académie exigent aussi des icônes de la culture populaire, de la culture érudite. Des héros épiques et des modèles de comportement.
en réappropriant les figures du folklore louisianais que la culture anglophone avait éclipsé avec son iconographie cinématographique hollywoodienne, Dracula, les loups-garous, des films d'horreur. Les artistes louisianais raniment leurs figures mythiques, les personnifications de leur imaginaire collectif. Alors me voilà en Louisiane, ayant réfléchi à tout cela, devant cette affiche, devant la question de, OK, est-ce que les anglophones de la Louisiane font aussi la même chose avec les légendes qu'ils partagent avec les francophones de la Louisiane? Alors, c'était une annonce pour une exposition d'art dans ma ville, l'Université de Lafayette, mais ça porte sur une légende de la Nouvelle-Orléans. Alors, je suis allée à l'exposition et j'ai parlé avec le curateur, l'homme qui a commissionné tous les œuvres, Maurice Duquesne. C'était un professeur d'anglais de la Nouvelle-Orléans et l'objectif principal de sa vision pour l'exposition était de restaurer la popularité d'une légende presque tombée dans l'oubli, le récit de l'immigrante irlandaise Kate Mulvaney et sa transformation en la sorcière du marais Maurepas. Monsieur Duquesne m'a dit que dans sa version écrite préférée de cette légende et dans ses souvenirs du conte tel que les personnes l'ont présenté pendant sa jeunesse, Kate Mulvaney était une sainte sorcière guérisseuse. Il n'était pas content avec sa représentation dans certaines collections récentes, une vision gothique et sensationnalisée. La sainteté oubliée de cette sorcière l'avait hanté depuis, il m'a dit, 60 ans, et avant qu'il ait enfin organisé ce projet pour revendiquer la réputation de cette femme. Il avait un rêve, alors je cite d'un article sur Internet, sur l'exposition. I was interested in the story because I remembered it as it was told to me as a child and a young adult growing up in New Orleans. It is an urban legend about the ghosts of a white deer and a saintly witch or sorceress who is said to haunt the swamps of Lake Maurepas. It is a narrative of sublime transcendence, nothing of the Gothic, no vampires, no decadent Creole aristocrats, no New Orleans ladies to drive you crazy. It has stayed with me for years and during that time sought to enlist the talent of artists, poets, and writers to incarnate in their art the legend of the Witch of Maurepas. It is a story of moral triumph springing up from the hot and warm banquets of the cruel and decadent New Orleans. Alors j'étais frappée par la ressemblance de ces motivations à celles des écrivains francophones que moi j'étudie. Leur choix de sorciers et de loups-garous comme personnages principaux de leur texte est un effort d'humaniser ces figures, de démontrer que leur folklore, voire toute leur culture, est infiniment plus complexe que les images devenues archétypiques de cette culture créolisée, c'est-à-dire les stéréotypes que M. Duquesne a décrits dans cette citation. Alors, une culture créolisée. En prononçant ce dernier mot, créolisé, je me suis rendu compte que je pouvais inclure cette légende et sa récupération dans mon étude, malgré le fait que la légende et les expressions variées de la légende ne se limitent pas à la francophonie en Louisiane. Alors j'explique en vous donnant une définition de la créolité et aussi en mettant en contexte les mouvements sociaux en Louisiane. L'étymologie du terme, et je cite de Jacques de Cona dans un essai dans l'ouvrage que moi j'ai traduit sur la créolité en Amérique du Nord. L'étymologie du terme créole date en réalité des premiers temps de la colonisation des Amériques et se trouve dans le portugais criollo, puis l'espagnol criollo, formé sur le latin criare, élever et nourrir un serviteur dans la maison. Il s'est ainsi appliqué d'abord dans les récits des chroniqueurs aux îles françaises, principalement au XVIIe et XVIIIe siècle, comme substantif ou adjectif à toute personne blanche, noire ou de couleur, née ou élevée sur place.
On parle aussi de créolisation à la fois pour une personne et pour une civilisation ou culture dans le sens de naturalisation, d'autochtonisation. Il s'agit alors de marquer la complète adaptation aux normes en cours dans le pays. Et c'est sur cette base que certains chercheurs et penseurs ont avancé le concept de créolité dans les Antilles, par exemple. Alors, c'est ce processus, l'autochtonisation, la naturalisation d'un aspect d'une culture qui est le point essentiel. Ça, c'est le point essentiel qui relie les efforts de M. Duquesne avec son exposition et les artistes et les tendances chez les poètes francophones de revendiquer les icônes occultes de leur folklore. La création d'une icône, d'un modèle, l'acte de raconter la vie d'une personne qui a souffert pour un peuple, une cause, une idée, une culture. Cela est la géographie, la biographie d'un saint ou d'une sainte et la description de son parcours à la sanctification. La géographie est l'étape ultime dans la création d'une icône. Ce processus est important pour l'établissement d'une littérature nationale, pour la création d'une mythologie d'un peuple. Mais le contexte de l'exposition à Lafayette en 2017 n'est pas pareil. Dans un premier temps, le public est anglophone, sans distinction d'une ethnie ou d'un héritage minoritaire, comme les Cadiennes et les Créoles. L'identité de ce public n'est pas menacée comme celle des Cadiennes et des Créoles, surtout des Cadiennes et Créoles francophones, dont la langue est en danger de disparaître en vision. Un phénomène social déjà en vigueur depuis 50 ans le rend pourtant sympathique à la situation de la population minoritaire. Ça rend les anglophones sympathiques à cette situation. Ils sont même vigilants sur le fait que la créolité et l'acadianité doivent être farouchement protégées. Cette ville est un des centres d'une renaissance d'héritage franco-louisianais. Lafayette est le siège du Conseil pour le développement du français en Louisiane. Et les efforts de préservation des cultures créoles sont extrêmement visibles et accessibles à tout membre de la société, soit cadien, créole, immigrant ou américain. Cet accès à la participation dans les cultures réalisées en forme de festivals, des musées, de campagnes, de sensibilisation, visant à promouvoir le français, la musique traditionnelle, la cuisine régionale, etc., inspire un sentiment de participation chez même les anglophones, les américains, les personnes qui n'ont aucune connexion avec l'héritage français. C'est aussi simple que soutenir les équipes sportives de l'Université de la Louisiane, les Ragin' Cajuns, c'est le nom de l'équipe de football. Alors, dans cette ville, cette société où la tendance américaine d'assimilisation et d'effacement culturel par l'absorption est un effet secondaire de la préservation, il ne faut pas une icône folklorique, mais des icônes. Une variété de représentations assure que les racines vastes, variées et mélangées ne perdent pas leur complexité. Alors, sans plus tarder, je vous présente les contributions des artistes dans l'exposition. Les femmes qui ont créé l'iconographie de la Sainte Sorcière du Marais Maurepas. Mais d'abord, il y avait une femme qui a commencé ce processus d'iconographie en écrivant la légende orale. Et donc, c'est par la main d'une femme, Jeanne de la Vigne, que la création d'un recueil, que l'iconographie a débuté. Son recueil de Ghost Stories of Old New Orleans était un ouvrage illustré. C'est très rare, c'est très difficile à acquérir aujourd'hui, mais vous pouvez lire la version Kindle sans illustration, malheureusement. Alors moi, je n'ai pas pu trouver un exemple d'une image de ce livre. Dans la version écrite de Jeanne de la Vigne,
on a Kate Mulvaney, la fille d'un professeur irlandais discrédité. Il quitte Dublin pour recommencer une vie à la Nouvelle-Orléans où M. Mulvaney devient propriétaire d'un bar. Kate, très innocente, tombe amoureuse de Daniel Wayman, un avocat américain, lui aussi discrédité, dont la femme refuse de lui accorder un divorce. M. Wayman parle parfois de cette femme en l'appelant X. Contre les conseils de son père, Kate vit en concubinage et en pauvreté avec son amant Dan. Pendant 15 ans, elle travaille constamment pour maintenir sa maigre maisonnée, fidèle à son amant chômeur. Finalement, Dan hérite une mine d'or d'un oncle australien et il quitte Kate pour une vie aisée ailleurs. Kate, elle attrape la variole et les cicatrices la défigurent et elle trouve refuge dans les marais entre les lacs Maurepas et Pontchartrain, à côté de la ville de la Nouvelle-Orléans, où elle emploie ses connaissances des herbes sauvages pour s'occuper des animaux et des personnes qui cherchent son aide. Ses compagnons sont une mulâtresse nommée Le Basse et un cerf blanc sourd. Un jour par hasard, Dan, son ancien amant, plusieurs années plus tard, quand les deux sont beaucoup plus âgés, il passe par le marais et les chemins des ex-amants s'entrecroisent. Dan est hanté par les sentiments de culpabilité et pour s'en débarrasser, il attaque Kate et lui donne un coup mortel. Et avec son dernier souffle, Kate fait livrer un colis infecté de variole à Dan. Et enfin, elle se venge. La majorité des artistes que M. Duquesne a choisis pour son projet sont des jeunes femmes. Et les tableaux que moi j'ai choisis pour mon analyse de la géographie visuelle de la sorcière sont ceux qui mettent en avant, premièrement, les actes charitables de guérison, l'importance du cerf merveilleux ou le miraculeux, l'isolement dans la nature ou la vie cloîtrée et la souffrance. Pour M. Duquesne, il était très important que je comprenne que cette sorcière était en fait une sainte, qu'elle avait une fonction sociale dans sa jeunesse pendant que l'histoire était encore partie de la tradition orale. La fonction sociale était celle d'une icône dans le sens traditionnel de la religion catholique. Elle était un modèle pour les femmes, un modèle pour le menu peuple, pour la classe ouvrière. Et il voulait vraiment que cette histoire perde son aspect gothique, l'aspect le plus intéressant peut-être pour nous de la vengeance. Nous, aujourd'hui, on associe souvent la sainteté avec la gentillesse et la charité, surtout en ce qui concerne les animaux. Pensez probablement à Saint François d'Assise, un des saints les plus populaires. Dans son texte sur la sainteté dans l'ère postmoderne, la philosophe Edith Wichelgrod constate que la vie d'un saint est marquée par un mépris pour les conventions sociales et religieuses. Une personne qui défie les normes. Et dans un article sur la géographie dans les pays postcoloniaux, Kathleen McKillips observe que au 19e siècle en Australie, la géographie était concentrée sur la création des modèles pour les femmes. Elle prenait l'exemple de la sanctification d'une femme. Ah oui, et je cite de son article.
sur ce sujet. Women saints can be dangerous role models for modern women if they consistently reproduce forms of femininity contrary to women's lived experiences, deny the body, and compromise women's struggle to find autonomy and selfhood. Sainthood is a discursive process produced in a hagiographic narrative that has particular masculinist orientations and aims. It may be the case that the full subjectivity of the saint might be multiple and outside of the hagiographic text. Alors, dans la multiplicité de perspectives visuelles dans l'exhibition, je vais te demander ce serait le temps de conclure rapidement, en tout cas, de se mener vers une conclusion. OK. Alors, la frontière entre la géographie et le conte de fées est très fluide. Par exemple, de la Sainte Marthe qui danse le terrasse un dragon en France et qui christianise les pays grâce à sa victoire. La légende, le conte et la géographie servent tous comme des modèles de comportement, comme des avertissements. Bref, il y a une morale. Monsieur Duquesne avait en tête un objectif moralisant, un désir de dissimuler l'histoire de vengeance et de souligner le moral, la charité pour lui. Il était très content avec tous les ouvrages, mais dans son fairy tale ending à lui, il aurait aimé que toutes les représentations soient hagiographiques. Alors, bien que certaines représentations visuelles présentent une seule image de la sainteté, la charité, la gentillesse, la féminité, la proximité à la nature, on a encore d'autres qui sont plus complexes et qui mettent en avant l'histoire de vengeance. Alors, l'exposition vue en total, présente une hagiographie complète, une personnalité complexe. Enfin, on a une représentation de la sorcière fusionnée avec le cerf. Elle porte un masque. Le masque peut être vu comme un outil de guérison du soi, une fusion avec l'animal transcendant de la biche ou du cerf, de son ange gardien, c'était son rôle dans l'histoire, une fusion du corporel et du spirituel. Mais ça représente aussi le droit de se dissimuler, de ne pas être comprise. C'est un symbole du carnavalesque, des traditions d'inversion très importantes à la Nouvelle-Orléans, et donc de la subversion qui maintient, en renversant la géographie et le type de la femme dans le conte de fées, on voit la nécessité d'une iconographie dans la valorisation du folklore, même aujourd'hui. Alors ces femmes, en créant les icônes modernes, sont en même temps des iconoclastes.